Bonjour à tous. L'agriculture émet en majorité deux gaz à effet de serre. Le premier, le méthane, qui représente 51% des émissions totales de l'agriculture, et le second, le protoxyde d'azote, 46%. À CO2, il représente 72 millions de tonnes équivalent carbone rejetées chaque année dans l'atmosphère. Dans une étude publiée par l'INRA, on y retrouve de nombreuses pratiques permettant de réduire les émissions de ces gaz. Pour parler de cette pratique, nous sommes de nouveau aujourd'hui avec Sylvain Pellerin. Bonjour Monsieur Pellerin. Bonjour. Vous étiez le chercheur coordinateur de cette étude. Dans cette vidéo, on a pris le choix de traiter en premier les pratiques destinées aux cultures et dans un second temps celles destinées à l'élevage. Donc quand on prend les 4 premières pratiques qui sont destinées au cycle de l'azote, on observe que la première pratique, mieux calculer les apports d'engrais azotés, ça représente 299 kg équivalent carbone par hectare et par an d'atténué par rapport à l'émission. Et pour une assiette maximum de 11,7 millions d'hectares sur laquelle on peut mettre en place ces pratiques. Quand on regarde la seconde pratique qui est le fait de mieux valoriser les apports organiques, c'est le fait de mieux les valoriser par rapport au calcul du bilan azoté, Voilà. de la balance entre ce qu'il y a et ce qu'il y a besoin. Tout à fait. On a un graphique qui nous montre un peu ce qu'est le bilan azoté. Comment on fait, ou du moins quelle valeur on va influencer pour mieux calculer les apports azotés? On part du principe que les rendements vont être plus bas ou bien on part du principe que le sol va avoir plus de minéraux azotés à apporter à la culture? Alors, le principe du bilan, c'est effectivement de calculer les besoins de la culture, de mettre en face les fournitures d'azote, notamment par le sol, la minéralisation des résidus de culture, des produits organiques, et d'apporter le complément d'engrais minéral juste nécessaire pour équilibrer le bilan. Alors là où il y a beaucoup de marge de progrès, c'est dans cet objectif de rendement qui permet de calculer les besoins en azote. Très souvent, on observe que les agriculteurs surestiment un peu cet objectif de rendement. Ils ont une estimation un petit peu optimiste, ce qui conduit à apporter plus d'azote que ce qui serait nécessaire. Donc, un moyen de progresser, c'est effectivement d'évaluer plus justement cet objectif de rendement. Et puis, dans ce calcul, bien tenir compte des apports d'azote liés aux apports d'effluents organiques. Et c'est les deux qui permettra le mieux d'atténuer les émissions, alors là, en l'occurrence, de N2O, protoxyde d'azote, qui sont liées à l'usage de l'azote en agriculture. Donc ensuite, dans les pratiques liées au cycle de l'azote, en second, on peut prendre deux pratiques qui sont suppression du premier azote et enfouir les engrais dans le sol. Alors suppression du premier azote, est-ce que ça ne va pas un peu pénaliser la plante à son départ de croissance? Alors si on le fait n'importe comment, oui, mais ce qu'on remarque sur le tableau, c'est que cette suppression du premier apport d'azote, on le propose que sur 1,8 million d'hectares, donc une assiette bien moindre que les deux mesures précédentes, parce qu'on ne le propose que là où le reliquat d'azote dans le sol sorti hiver est élevé et où donc il n'y a pas de risque de perte de rendement à supprimer ce premier apport. Mais partout où il y aurait un risque de réduire le rendement du fait de la suppression de ce premier apport, on ne le préconise pas. Et c'est pour ça que l'assiette est beaucoup plus réduite que les deux mesures précédentes. Oui, quand on regarde mieux valoriser les apports organiques, 214 kg de carbone stockés par hectare et par an et 12 millions d'hectares. Voilà, Pardon. 12 millions d'hectares pour cette mesure-là et 1,8 million d'hectares seulement pour la suppression du premier apport. Ça montre bien que cette suppression du premier apport, on le préconise que de manière très prudente. Oui. Ensuite, on a une pratique qui est enfouir les engrais dans le sol, qui représente 151 kg équivalent carbone stocké par hectare et par an, pour une assiette de 3,7 millions d'hectares. Donc, on préconise quand même sa mise en place ou est-ce qu'on reste en retrait par rapport à cette pratique? Oui, l'objectif de cette pratique, c'est de réduire les pertes d'azote dans l'air par volatilisation ammoniacale. Et donc, c'est possible en enfouissant l'engrais, alors que ce soit un engrais minéral ou un engrais organique, au moment où on l'apporte, pour réduire cette volatilisation ammoniacale. Donc, ce n'est pas toujours possible, il faut avoir l'équipement
pour le faire. Mais néanmoins, quand c'est possible, surtout sous certaines conditions climatiques, temps sec, chaud, juste après apport, on va quand même réduire les pertes. Et du coup, on peut en amont réduire la dose d'apport, puisqu'on va réduire les pertes. Et c'est ça qui va, au final, réduire les émissions de N2O. Mais comment on l'enfouit dans le sol, cet engrais? C'est-à-dire qu'on va avoir une machine exprès pour l'enfouir? Voilà, alors il y a des équipements, notamment pour les engrais organiques, les lisiers de type Pandillard, etc., qui vont injecter le lisier à quelques centimètres en profondeur du sol, en creusant un petit sillon, déposer le lisier et puis en refermant. Alors effectivement, si on enfouit, il faut un équipement qui le permet, qui va être souvent un peu plus lourd, un peu plus coûteux, mais néanmoins, en termes de bilan gaz à effet de serre et aussi qualité de l'air, parce que la volatilisation ammoniacale, ça a aussi des effets négatifs sur la qualité de l'air et du coup la santé humaine, c'est quand même une mesure intéressante. Toutes les pratiques qu'on voit là, est-ce qu'elles sont superposables? C'est-à-dire, est-ce que si j'ai une culture, par exemple du maïs, est-ce que je peux réduire mes estimations de rendement pour mieux calculer mes apports d'engrais? Est-ce que je peux augmenter ma prise en compte de l'apport organique que j'ai fait avant l'hiver? Est-ce que je peux supprimer le premier apport d'azote également si c'est possible? Est-ce que je peux également, en plus de tout ça, enfouir les engrais? Comment ça marche? Oui, à quelques nuances près, ces mesures, elles sont additives. Alors, elles ne portent pas forcément toujours sur les mêmes espèces. Par exemple, suppression du premier apport d'azote, ça va être surtout en céréales d'hiver, où on va ne pas faire le premier apport en sortie d'hiver, début printemps. Ça ne va pas être forcément le cas sur une culture de printemps. Toutes ces mesures concernant le cycle de l'azote, elles sont toutes bienvenues, parce qu'elles ont toutes un intérêt en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en termes de ce qu'on peut appeler des co-bénéfices. On parle là du lessivage, le fait qu'il y ait peut-être moins de surplus d'azote dans les sols, ça va permettre aussi aux micro-organismes plus épanouis, plus développés. Puisqu'on évoquait aussi juste avant réduction de la volatilisation ammoniacale pour une meilleure qualité de l'air et une meilleure santé humaine. Alors ensuite, dans les 2 dernières pratiques destinées aux cultures, on a semé des légumineuses à grains dans les grandes cultures et semer des légumineuses dans les prairies. Alors la légumineuse, pourquoi est-ce qu'elle est si importante et si intéressante? C'est par rapport à sa symbiose, le fait d'avoir des rhizobiomes qui va lui permettre de capter l'azote qui est dans l'air, de le réutiliser elle-même et de surtout le faire stabiliser dans le sol pour que les plantes puissent le réutiliser. Voilà, c'est-à-dire que les bactéries hébergées dans les nodosités du système racinaire des légumineuses vont fixer le diazote de l'air, le N2, le transformer et ensuite le transmettre à la plante qui du coup va pouvoir l'utiliser pour fabriquer ces acides aminés, des protéines. Et donc sur ces espèces légumineuses qui sont le pois, le soja, la lentille, la févrole, la luzerne, etc., il n'y a pas besoin d'apporter d'engrais azotés de synthèse. Pas besoin du tout. Puisqu'elles captent celle de l'atmosphère. Voilà. Mais les légumineuses va aussi permettre d'apporter de l'azote dans le sol, il me semble, pour que la plante suivante puisse elle aussi en bénéficier de cet azote capté dans l'atmosphère. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un effet à l'échelle du système de culture. L'azote fixé par la légumineuse va lui profiter à elle-même. Mais ensuite, les résidus de culture de la légumineuse, riches en azote, vont constituer un apport d'azote pour la culture suivante, qui, elle, n'est pas forcément une légumineuse, ça peut être une céréale, mais elle va profiter de cet azote fixé. C'est d'ailleurs pour ça que dans les successions de cultures, très souvent, on a par exemple une luzerne qui est une légumineuse et derrière une culture qui est très demandeur en azote, comme le maïs, par exemple, ou d'autres types de céréales qui, elles, ont besoin d'un peu plus d'apport azoté. Tout à fait.
Et donc, ce qu'on voit bien sur le tableau, c'est que le potentiel d'atténuation de ces légumineuses, il est important, le potentiel d'atténuation par hectare, puisqu'on supprime tout apport d'azote minéral sur ces cultures. Parce que là, vous l'avez dit, dans le potentiel d'atténuation, on remarque donc 1583 kg par hectare et par an pour le fait de semer des légumineuses à grains dans les grandes cultures. Pour une assiette qui, elle, par contre, n'est pas très élevée, 1,2 million, c'est pas énorme quand on regarde les autres. Non, alors c'est parce que les calculs qu'on a faits, on a voulu qu'ils soient raisonnables, plausibles. Alors c'est très bien de cultiver des légumineuses, mais encore faut-il avoir des débouchés. Et puis pour des raisons sanitaires, on ne peut pas non plus avoir trop fréquemment des légumineuses dans les successions, parce qu'il peut y avoir des maladies, etc. Donc on est obligé de les espacer. Donc du coup, ça limite l'assiette. Mais le calcul que l'on a fait, c'est certainement une estimation très prudente. Et le potentiel d'atténuation lié aux légumineuses pourrait être encore supérieur dès lors qu'effectivement on assure des débouchés à ces légumineuses qui peuvent être utilisées soit en alimentation humaine, soit en alimentation animale, notamment en remplacement du soja qu'on importe d'Amérique du Sud. Parce que là, par exemple, semer les légumineuses dans les prairies, on remarque, c'est que 440, entre guillemets, mais comparé à 1583, c'est que 440 kg par hectare et par an. Par contre, pour une assiette de 3,143 millions d'hectares. Donc là, c'est nettement supérieur pour l'assiette maximum, c'est quasiment le double, même un peu plus du double. Et pour le potentiel d'atténuation, par contre, c'est nettement moindre. Qu'est-ce qui explique cette différence entre le fait de devoir semer des légumineuses dans les grandes cultures et le fait de se voir en semer dans les prairies? Oui, parce que les calculs qu'on a faits concernant les grandes cultures, c'est introduire une culture pure de légumineuses dans la succession, qui peut être une luzerne ou une lentille, voilà. Dans le cas des prairies, il s'agit d'un sursemis, c'est-à-dire dans des prairies naturelles, le fait de réimplanter un peu de légumineuses, mais au milieu d'autres espèces. Ce qui explique pourquoi le potentiel d'atténuation unitaire est moindre que dans le cas des légumineuses, où là, on est dans le cas d'une espèce pure. Donc après ce tableau, on va avoir un graphique qui va nous donner donc le potentiel d'atténuation global de la pratique sur toute l'échelle de la France. Donc quand on prend par exemple mieux calculer les apports d'engrais azotés, ça représente 3,5 millions de tonnes par an. Et mieux valoriser les apports organiques est nettement moindre, 2,5 millions de tonnes par an. Là-dessus, ça reste des valeurs correctes pour ces deux pratiques. En revanche, les deux suivantes, suppression du premier apport d'azote et enfouir les engrais dans le sol, c'est vraiment des pratiques qui dépassent à peine les 500 000 tonnes de carbone par an sur l'échelle nationale. Est-ce que là, une fois encore, ça vaut le coup, entre guillemets, de mettre en place ces deux pratiques qui sont nettement en dessous? Oui, parce que la maîtrise de la fertilisation azotée, elle est globale, enfin, elle se raisonne globalement. Et donc, en même temps qu'on fait un calcul de bilan azoté, qu'on tient compte des apports d'azote par les effluents d'élevage, autant mettre en œuvre d'autres pratiques comme l'enfouissement pour réduire les pertes par volatilisation. Bon, effectivement, ce qui fait que les deux premières ressortent en termes de potentiel d'atténuation agrégé au niveau national, c'est parce qu'elles ont une assiette importante, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est des mesures très génériques qu'on peut mettre en œuvre partout. Les deux suivantes, suppression du premier apport d'azote en céréales d'hiver et enfouissement, c'est des mesures qui vont concerner que certaines espèces, voilà, c'est plus spécifique à certains contextes, et c'est ce qui explique
le fait que le potentiel d'atténuation agrégé au niveau national est beaucoup moins important. Mais pour autant, dans le cadre de la maîtrise globale du cycle de l'azote, autant les retenir Donc, également. ça reste deux pratiques qui doivent être dans l'ensemble maintenues et encouragées. Voilà. Quand on regarde ensuite semer des légumineuses à grains dans les grandes cultures et semer des légumineuses dans les prairies, ce sont deux pratiques qui sont, j'ai envie de dire, dans la moyenne de leur potentiel d'atténuation globale. 2 millions de tonnes et 1,3 million de tonnes de carbone, ce qui fait au total pour toutes ces pratiques 10 millions de tonnes de carbone atténuées chaque année. Qu'est-ce qu'on en pense de cette valeur? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment encourageant ou est-ce que c'est le début, ça commence à être satisfaisant? Ben la première remarque, c'est que c'est quand même un chiffre important, hein, et c'est lié à ce qu'on a vu au tout début, hein, que le N2O, c'est un gaz à effet de serre qui pèse lourd dans les émissions de l'agriculture. Et donc forcément, dans les leviers pour améliorer la situation, on trouve la maîtrise de la fertilisation azotée. Alors, c'est pas nouveau, hein, que les agronomes, les agriculteurs font des efforts pour raisonner la fertilisation azotée. Alors au départ, c'était surtout pour des raisons de réduction du lessivage et voilà, de la contamination des aquifères par les nitrates. Maintenant, s'ajoute à ça l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça nous permettrait de stocker 10 millions de tonnes, et ce qui est vraiment conséquent. Quand on le rappelle dans l'introduction, j'ai dit que ça représentait 72 millions de tonnes protoxyde d'azote et méthane. Là, on enlève 10 millions de tonnes à ces émissions chaque année, quoi. Oui, parce que dans le cas des engrais azotés, il y a non seulement les émissions directes de N2O liées aux apports, mais il y a aussi le fait que fabriquer ces engrais azotés de synthèse est un processus coûteux en énergie, voilà, et donc émetteur de CO2, et donc l'azote minéral en moins épandu, c'est aussi des émissions évitées à l'amont. Voilà, d'où l'importance de ce chiffre. Et donc oui, l'azote est vraiment un enjeu extrêmement important pour le climat. Oui, et ce qui explique l'importance de ce chiffre lié au N2O, c'est ce pouvoir de réchauffement du N2O qui est 298 fois supérieur à celui du CO2. Donc, des petites quantités de N2O émises en moins, c'est beaucoup en CO2 équivalent du fait de ce pouvoir de réchauffement élevé. Donc ensuite, ces pratiques, on se dit que forcément, comme dans la première vidéo, elles vont avoir un coût. Et dans la première vidéo, pour le stockage, c'était 2,7 milliards d'euros en tout. Et la première chose qu'on observe, c'est qu'il y a énormément de coûts négatifs. Donc le coût négatif, c'est tout simplement que ça va représenter une économie pour l'agriculteur. Donc par exemple, le fait de mieux calculer ses apports d'engrais azotés, par hectare, ça va permettre à l'agriculteur d'économiser 8,7 € environ. Donc quand même, ça signifie que là, pour mettre en place ces pratiques, on n'aurait même pas besoin d'avoir une aide de l'Union européenne. On pourrait juste inciter les agriculteurs par les conseils agricoles, etc., à mettre en place toutes ces pratiques. Et au final, ils y gagneraient doublement. C'est-à-dire qu'ils auraient une empreinte carbone moindre et en plus, leur résultat d'exploitation serait meilleur. Alors, ce qui fait qu'elles ne sont pas déjà mises en œuvre, c'est des notions comme ce qu'on appelle l'aversion au risque, c'est-à-dire qu'un agriculteur, il va préférer en mettre trop que pas assez, et c'est ce qui va expliquer qu'en moyenne, on va avoir des apports plus importants que ce qui serait nécessaire. Ça peut être aussi l'incertitude qui peut y avoir sur l'objectif de rendement, sur la fourniture d'azote par le sol. Et comme il y a beaucoup d'incertitudes, il va mettre une dose d'engrais minéral
un peu par excès au cas où. Donc ensuite, mieux valoriser les apports organiques, ça réduirait à l'hectare le coût de 11 euros. La suppression du premier apport d'azote, 22 euros. Enfouir les engrais dans le sol, 9 euros. Et quand on arrive au niveau de semer des légumineuses dans les grandes cultures, on observe un coût. C'est le premier coût de ce tableau qui arrive à peu près à 20 euros par hectare. Comment on l'explique ce coût? Oui, à part la semence. Oui, alors parce que bon, les 4 premières, effectivement, il y a une économie pour l'agriculteur parce qu'il y a moins d'engrais minéraux à acheter et du coup moins de charge, une économie. Alors dans le cas des légumineuses, effectivement, là apparaît un coût pour l'agriculteur. En fait, c'est un manque à gagner par rapport à l'alternative où il aurait cultivé une céréale. Parce que les cultures légumineuses sont en général un peu moins rémunératrices que les grandes cultures de type blé, maïs grain, betterave, etc. Et c'est ça, ce coût, c'est en fait ça, c'est un différentiel de revenus un peu en défaveur de la légumineuse. Alors, ça ne tient pas compte du fait que la légumineuse, elle a d'autres intérêts à plus long terme, ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'apport d'azote pour les cultures suivantes, mais aussi elle introduit une diversité dans la succession, donc c'est intéressant du point de vue de la maîtrise des maladies, donc elle a d'autres intérêts qui n'ont pas été monétarisés dans ce tableau. Parce que pour inciter les agriculteurs à mettre en place cette pratique sur leur exploitation, on aurait du coup 2 moyens en soi. Le premier, ce serait une aide brute à toute personne qui implante une légumineuse dans sa succession de culture, ou bien peut-être revaloriser le commerce de cette légumineuse et le marché qui s'y trouve derrière pour la vente pour les agriculteurs, peut-être rehausser le prix, peut-être trouver d'autres filières tout simplement qui pourraient permettre d'écouler cette marchandise. Voilà, alors sûrement que les deux leviers sont nécessaires, hein. Il faut effectivement assurer un débouché à ces légumineuses, alors soit en alimentation humaine, et là ça renvoie à nos habitudes alimentaires, hein. On va dans le bon sens si on consomme un petit peu plus de lentilles, de pois, voilà, dans nos menus. Mais par ailleurs, oui, compte tenu de ces revenus un petit peu moindres pour l'agriculteur quand il cultive une légumineuse par rapport à une grande culture plus classique, il serait légitime que la politique agricole commune, par exemple, subventionne un peu ces espèces qui rendent quand même beaucoup de services pour la collectivité. Et c'est ce qui est prévu dans la nouvelle PAC, qu'il y ait des aides un peu dédiées pour ces espèces légumineuses. On va avoir le graphique qui va nous représenter le coût à l'échelle nationale pour les pratiques. Donc là, rien de bien étonnant, on ne va pas forcément s'attarder dessus, étant donné que c'est beaucoup de coûts négatifs. Voilà. On remarque juste que c'est 20 millions d'euros pour semer des légumineuses dans les grandes cultures à l'échelle nationale, et qu'au plus bas, à l'échelle nationale, une économie de 140 millions d'euros serait faite pour mieux valoriser les apports d'engrais organiques. Ce qu'il faut retenir et ce qui est hyper important, c'est qu'en tout, ça représenterait moins 349 millions, en soi moins 350 millions d'euros d'économie à l'échelle nationale pour chaque agriculteur, bien sûr, à remettre dans son contexte. Et donc, cette économie à l'échelle globale, elle est quand même extrêmement importante, surtout quand on ne pense que coût lorsqu'on parle de pratiques ou de choses permettant d'atténuer le réchauffement climatique. Là, on a un exemple très concret qu'on peut faire quelque chose pour atténuer l'impact sur le climat de notre agriculture sans dépenser d'argent et même au contraire en économisant de l'argent. Oui, mais l'importance de ces chiffres, il est lié au fait que l'azote minéral de synthèse, il coûte cher parce qu'il est coûteux en énergie à produire, on l'a déjà dit, donc c'est un intrant qui coûte cher, et donc tous les leviers qui permettent de faire des économies sur cet intrant, forcément, sont
rémunérateur. Donc, des effluents d'élevage, c'est quand même une ressource en azote importante, et le fait de mieux les valoriser, et du coup de faire moins appel à des engrais azotés de synthèse, c'est des économies importantes.